Alors, bonjour à tous. On va donc commencer cet atelier sur myasthénie auto-immune et syndrome myasthénique. On va bien sûr un petit peu faire un focus plus important sur la myasthénie auto-immune. Alors, l'atelier avait le titre Aspect diagnostic, mais il m'a semblé quand même intéressant de parler de la prise en charge thérapeutique qui pose peut-être un problème. Il y a certaines choses qu'on va revoir ensemble. Il y a des guidelines qui ont été actualisés. Et puis, à travers des cas cliniques, on va voir certains aspects diagnostiques. Donc, c'est comme ça que j'ai construit l'atelier. C'est un peu interactif. Il y a des fois où je vais vous poser des questions par rapport au cas que je vais présenter. Donc bien sûr, je vais faire plus de focus sur la myasthénie auto-immune qui reste une maladie rare avec deux anticorps spécifiques majeurs que vous connaissez très bien, avec l'implication du thymus dans la physiopathologie des formes avec anti-RAC. C'est une maladie qui nécessite souvent un traitement immunomodulateur au long cours avec une sévérité et des réponses au traitement qui sont très hétérogènes d'un malade à l'autre. C'est pour cette raison qu'en fait, il y a eu de nouvelles formes, de nouvelles thérapeutiques qui ont été développées partant des mécanismes pathogéniques. Et puis, je vais dire un mot de quelques formes immunologiques nouvelles identifiées. Donc, tout d'abord, rappeler la jonction neuromusculaire avec une meilleure connaissance des différents constituants. Ici, vous avez le récepteur d'acétylcholine et vous avez à chaque fois deux récepteurs qui sont liés par une molécule qui s'appelle la rhabsine. Donc, je vais donner des noms de molécules et vous allez reconnaître des anticorps qui sont déjà connus pour certaines molécules et puis aussi, c'est des molécules qui peuvent être impliquées dans les formes génétiques. À côté du récepteur et de la rhabsine, vous reconnaissez ici la protéine MuSCA qui en fait forme un complexe avec le LRP4 et qui sont en fait deux complexes MuSCA-LRP4 sont liés par une molécule qui s'appelle la grine. Et vous avez ici la protéine qui s'appelle DOX7 qui est liée à ce complexe. Et sur le MuSCA, on a le site de fixation de l'acétylcholinestérase par sa queue qu'on appelle la COLQ. Il y a aussi d'autres protéines qui peuvent être concernées à l'intérieur du muscle, mais je n'entre pas dans les détails. En donnant ces noms de protéines, vous avez identifié un certain nombre d'anticorps qui sont connus. Bien sûr, les anticorps anti-récepteurs d'acétylcholine anti-RAC. Il y a les anticorps anti-MuSCA, c'est les fondamentaux les plus importants et spécifiques. Mais il y a également les anticorps anti-LRP4 qui ont été décrits. Il y a aussi des anticorps qui sont décrits contre la grine, la rhabsine, contre le CoLQ, DOX7, etc. Mais j'ai mis en gras ceux qui sont en fait les plus spécifiques et les plus importants impliqués dans la myasthénie auto-immune. Alors, dans cette diapo, j'ai mis les formes et sous-groupes en fonction des anticorps, des myasthénies auto-immunes. Dominés par les anti-RAC, ça représente 85%, et c'est des anticorps spécifiques. Ça concerne les formes précoces, et on définit forme précoce quand ça commence avant l'âge de 40-50 ans. Ça prédomine chez les femmes. Les formes tardives après l'âge de 50 ans, et là, la prévalence est identique entre les hommes et les femmes. Le thymus est bien impliqué dans la physiopathologie. Il peut s'agir d'hyperplasie ou de thymome. Et on peut avoir toutes les formes cliniques, tout, avec une gravité variable. Et il s'agit d'IgG, toutes classes confondues, en particulier IG1, IgG3. Et on a une implication du complément dans la physiopathologie. Il y a les anti-RAC agrégés, 5%. Qui sont spécifiques, mais qui sont difficilement détectables. Ça nécessite des techniques spéciales, on les appelle anticorps de faible affinité. C'est souvent des formes bénignes, principalement oculaires, où on peut avoir une implication du thymus et avec un isotype IgG1 pour les anticorps. Les anti-MuSCA représentent 5%, c'est également un anticorps spécifique des myasthénies auto-immunes. Vous le savez très bien, ce sont des formes graves avec une atteinte bulbaire au premier plan, très prédominante chez les femmes. Le thymus n'est pas concerné et la particularité, c'est qu'il s'agit d'isotype IgG4 et que le complément n'est pas concerné et ça va avoir des implications thérapeutiques.
Le anti-LRP4 est un anticorps qui n'est pas spécifique, c'est 1 à 5% des cas, c'est souvent associé aux anti-RAC ou anti-MuSCA. C'est des formes souvent bénignes, souvent oculaires. Le thymus peut être impliqué et c'est des isotypes IgG1, IgG2 principalement. Et puis dans les formes réellement séronégatives, ça veut dire dans lesquelles on n'a pas identifié ces 4 types d'anticorps, on a décrit dans certaines publications d'autres anticorps contre les molécules dont on a parlé tout à l'heure, mais ce n'est pas encore, en fait, la recherche de ces anticorps, même le LRP4, n'est pas utilisé dans la routine pour la prise en charge des malades. Je vais commencer par le cas d'une enfant, Sarah, âgée de 11 ans, qui a commencé en mai 2019 à présenter un ptosis de l'œil droit avec fatigabilité à la marche, avec une fluctuation. Et puis, 4 mois après, elle commence à installer diplopie, dysphonie, fatigabilité à la mastication, reflux des liquides par le nez. Elle a été diagnostiquée en octobre 2019, myasthénie auto-immune avec anti-RAC avec un titre très élevé. Il n'y avait pas d'anomalie thymique sur le scanner thoracique. Elle avait un score qui était très bas, donc c'était une atteinte généralisée. Et elle a été traitée par mitélase seule, un comprimé chaque 6 heures, et elle ne respectait souvent pas les horaires. Donc moi, je l'ai examinée en juillet 2020. Elle avait un score de myasthénie généralisée. Elle avait en fait l'atteinte de tous les groupes musculaires, sauf les muscles bulbaires. Donc elle était extrêmement gênée et son suivi a été très en fait perturbé par le confinement du Covid à ce moment-là. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de sa prise en charge thérapeutique en octobre 2019? Qu'est-ce que vous auriez fait? Mettre un traitement de fond. Voilà, c'est un peu la question, la réponse que je recherchais, parce que déjà, une myasthénie généralisée avec anticorps très élevés, c'est vrai, c'est une enfant, donc c'est une forme juvénile, mais il faut mettre un traitement de fond, on va en parler tout à l'heure. Donc là, c'est une patiente qui a été suivie en concomitance avec professeur Louheb. Donc elle a été hospitalisée juste après. Comme elle était très mal, elle a reçu une cure d'immunoglobuline suivie par la prédnisone titration progressive. On lui a commencé 1 mois plus tard l'azatioprine et elle prenait du mitélase, un comprimé chaque 5 heures avec une très très nette amélioration. Son score s'est nettement amélioré. En février 2021, en fait, je l'ai revue à ce moment-là, elle allait bien, elle avait un très bon score. Elle était sous... en fait, on avait commencé à lui dégraisser les corticoïdes et quand je l'ai vue, elle était sous 10 mg. Elle avait besoin de 4 mitélases par jour. Elle prenait son Immurel, traitement bien toléré. Bon, elle bougeait pas mal normalement. Mais là, j'ai une question, une information par rapport à la dégression des corticoïdes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était le bon timing pour le faire? Oui, en fait, on est à 5 mois du début d'azatioprine. Et l'azatioprine, on attend le début d'effet entre 6 mois et 18 mois. Ça, c'est la première remarque. La deuxième sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est que c'est une enfant qui avait besoin encore de 4 mitélases. Ça veut dire qu'elle a encore besoin de son traitement de fond et c'était trop tôt pour dégraisser, pour diminuer les corticoïdes. C'était un peu l'information. Je vais revenir sur cet élément-là des anticholinésterasiques. Donc elle allait toujours bien en avril 2021, elle prenait que 2 comprimés mitélase, on a continué à diminuer les corticoïdes, et puis quand elle était à 5 mg, elle s'est réaggravée, score à 35, atteinte généralisée. En juillet 2021, elle était complètement dépendante, elle allait très très mal. On avait augmenté la prédnisone à 20 mg, mitélase, elle prenait 4 à 5 par 24 heures, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là? Oui. Donc là, effectivement, oui, oui, tout à fait. Donc on peut dire que cet enfant
Déjà, elle reste dépendante des corticoïdes. Elle a toujours besoin de fortes doses d'anticholinésterasique. L'azatioprine ne semble pas avoir un effet. Il faut passer à un autre traitement. On peut choisir un deuxième immunosuppresseur à la place de l'azatioprine. Bon, on a fait le choix de la mettre sur rituximab, qui était démarrée en août 2021. Elle était à ce moment-là un score à 10. Donc elle était très mal. Heureusement qu'elle n'a jamais fait de crise respiratoire. Donc on a arrêté l'azatioprine après et c'est une enfant qui s'est améliorée progressivement. Donc je vais passer pour pouvoir faire le reste. Donc en octobre 2024, elle avait reçu 5 cures de rituximab. Elle est devenue asymptomatique en juillet 2025, c'est son année du bac. Et donc là, j'aurais dû mettre 17 ans au lieu de 13 parce que j'avais actualisé ses âges. Elle va bien, elle est complètement asymptomatique et moi je serais plutôt partante pour arrêter le rituximab et voir un peu si jamais elle serait grave, reprendre les cures. Donc, et c'est une patiente qui a arrêté les anticholinésterasiques à partir de février 2023. Donc là, c'est juste pour rappeler le protocole de rituximab qui est habituellement utilisé. 375 mg par mètre carré. Chez l'enfant, il faut calculer par la surface corporelle pour avoir la dose exacte. Chaque semaine pendant 4 semaines, mais on peut aussi faire 750 mg par mètre carré, J1, J15 et refaire à 6 mois seulement 750 mg. Et après, j'avoue que chez cette patiente, je surveillais par les CD20 et une fois qu'ils s'étaient repositivés, on reprenait les cures et donc on n'avait pas tous les 6 mois. Après, on est arrivé à 8 mois puis à 1 an d'intervalle du rituximab. Donc en fait, c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas de consensus sur jusqu'à quand continuer, etc. Mais ça a rendu service à cette patiente. Donc je profite de cette observation pour faire un peu le point sur la prise en charge thérapeutique de la myasthénie auto-immune. Bien sûr, les anticholinésterasiques dans tous les cas. Traitement de première ligne dans tous les guidelines, les derniers aussi, c'est prednisone, azatioprine. Deuxième, troisième ligne, un autre immunosuppresseur qui peut être le Cellcept, méthotrexate, endoxan ou rituximab. Et on garde en fait les immunoglobulines et les échanges plasmatiques pour les situations d'urgence. Mais chez l'enfant, c'est recommandé aussi de le faire au long cours quand on a du mal à donner des traitements immunosuppresseurs. On va reparler après de la thymectomie. Là, je vous ai mis les guidelines internationaux de 2016 qui ont été actualisés en 2020. En fait, ils ont ajouté certaines données de nouveaux traitements, de nouveaux essais thérapeutiques. Donc déjà, j'ai trouvé important de souligner un certain nombre de définitions qui sont reprises dans ces guidelines. On considère qu'un malade est en rémission quand il n'a pas de symptômes ou il a très, très peu de symptômes et le seul signe accepté, c'est la faiblesse de l'occlusion palpébrale. Et donc, si le malade nécessite toujours une prise quotidienne d'anticholinésterasique avec un bénéfice évident, on ne va pas le considérer en rémission, mais on peut le laisser sous anticholinésterasique, on va voir après. La myasthénie oculaire est définie par une atteinte qui reste limitée aux muscles oculaires sur plus de 2 ans. Et la myasthénie réfractaire, quand le malade ne répond pas sous corticoïdes avec au moins 2 types d'immunosuppresseurs à dose et durée adéquates. Les anticholinésterasiques, bien sûr, seront prescrits à tous les malades. On va adapter les doses et on va respecter les règles. Je vais les reprendre avec des observations où c'était problématique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est ce que j'ai mis ici, en bleu, c'est que c'est très important de considérer est-ce que le malade se passe des anticholinésterasiques quand il est sous traitement de fond. Quand il arrive à réduire la dose des anticholinésterasiques ou même de ne pas en prendre et d'être bien, ça veut dire que le traitement de fond est efficace, ça veut dire que vous pouvez penser à diminuer les corticoïdes d'abord et les immunosuppresseurs par la suite. Corticoïdes et immunosuppresseurs chez tous les malades non améliorés par les anticholinésterasiques seuls. On va donner les corticoïdes en première ligne. On peut ajouter les immunosuppresseurs
Il y a pas mal de situations. Par exemple, là, chez Sarah, la petite, ça aurait été judicieux de la mettre d'emblée, ce corticoïde plus azathiopprine dès le début pour se dire c'est une enfant, je ne veux pas qu'elle reste sous corticoïde longtemps pour les troubles de croissance et je donne en même temps un épargneur corticoïde. Donc il y a des situations où c'est judicieux de les donner déjà dès le début en associé. Et, ou bien si on fait une première course de corticoïdes et que le malade rechute ou qu'il ne répond pas suffisamment aux corticoïdes, on va passer aux immunosuppresseurs de première ligne. Voilà, donc ça, c'est les immunosuppresseurs qui peuvent être donnés en première ligne. Le premier choix, c'est l'azathiopprine, mais on peut aussi choisir le CEL7, mycophénolate mofétyl, méthotrexate, c'est entré, je vais en parler tout à l'heure, dans les recommandations récentes, et on peut aussi donner la cyclosporine, mais on est limité par les effets secondaires de la cyclosporine. Myasthénie réfractaire, je vous invite à écouter la conférence qu'il y aura demain sur les myasthénies réfractaires, mais c'est là où on va utiliser les anticorps monoclonaux, le rituximab, les nouveaux. On peut aussi utiliser l'endoxan dans la myasthénie réfractaire, donc là je dirais juste un tout petit mot là-dessus pour ne pas empiéter sur la conférence de demain. Une question qui se pose toujours, et tout ça est en fait dans les guidelines, c'est quand arrêter le traitement de fond. L'objectif thérapeutique, quand on met un malade sous un traitement de fond, c'est qu'il devienne asymptomatique ou bien qu'il ait des symptômes minimes qui n'entravent pas sa vie quotidienne. Donc c'est vraiment des décisions qu'on prend avec le malade. Il y a des malades qui gardent encore en fait une petite faiblesse au niveau au niveau musculaire ou un ptosis léger qui revient de temps en temps. Mais si ça ne le dérange pas trop, c'est quelque chose qui peut être considéré comme en fait une situation, on peut envisager d'arrêter le traitement de fond. Les corticoïdes, diminution progressive, la durée n'est pas définie, ça dépendra du malade au cas par cas. Et en général, on arrive à une dose minimale efficace qui est souvent nécessaire et souvent c'est entre 5 et 10 mg par jour. Pour les immunosuppresseurs, ce qui est recommandé, c'est 6 mois à 2 ans. On va diminuer progressivement les doses et augmenter à nouveau s'il y a rechute ou passer à une autre classe d'immunosuppresseurs. La durée du traitement de fond, c'est souvent chronique et c'est plusieurs années et parfois c'est à vie. Dans les actuelles recommandations de 2020, ils ont précisé un peu plus pour le rituximab et qu'il faut l'utiliser comme traitement de deuxième ligne dans les antimuscat, ça on le savait bien, et dans les myasthénies anti-RAC réfractaires, mais avec une efficacité qui reste, c'est ce qu'ils disent, incertaine. C'est un traitement de troisième ligne, mais dans la pratique courante, on sait très bien qu'il rend service à beaucoup de malades. On a parlé du méthotrexate, considéré comme immunosuppresseur épargneur de corticoïdes. Et on a bien sûr inclus le nouveau anticorps monoclonal qui est l'éculizumab dans les anti-RAC plus sévères, réfractaires et généralisés comme traitement de quatrième ligne, à condition de vacciner les malades pour le méningocoque. Et ils ont aussi parlé des myasthénies induites par les inhibiteurs checkpoints qui sont utilisés comme chimiothérapie, cancer, métastatique, mélanome malin et qui peuvent induire des maladies auto-immunes, et en l'occurrence la myasthénie, et qu'on va traiter comme les autres myasthénies, mais c'est des formes sévères. Et c'est des choses qui sont décidées en RCP avec les oncologues par rapport au fait de laisser ou non les checkpoints inhibiteurs. La thymectomie, le seul essai thérapeutique sur la thymectomie a été publié en 2016, et c'est pour ça qu'il a été inclus dans les recommandations de 2020. On parle bien sûr, la thymectomie, ça ne se discute pas chez un malade avec un thymome sur l'imagerie, ou un aspect d'augmentation du volume thymique, thymome bénin, malin, aspect d'hyperplasie. Mais chez les malades sans thymome, elle peut être indiquée entre 18 et 50 ans, ça c'est dans les recommandations, dans une myasthénie généralisée. Donc on considère la thymectomie de façon précoce, dans la première année, 2 ans. Dans l'essai thérapeutique, ils sont allés jusqu'à 4-5 ans pour certains malades. Donc les malades, bien sûr, obligatoirement anti-RAC positifs,
avec traitement de première ligne insuffisant ou intolérance, donc un traitement à proposer chez un malade qui est stable pour sa myasthénie. Ça peut être considéré chez des malades séronégatifs quand ils répondent au traitement immunothérapie. Bien sûr, aucune indication chez les patients anti-musc plus. Et les études ont montré que les techniques invasives, ça veut dire avec thoracotomie ou mini-invasive sous endoscopie, thoracoscopie, donnent des résultats similaires sur la myasthénie. Bien sûr, du point de vue confort, bien sûr, les techniques mini-invasives, quand on a des chirurgiens qui les maîtrisent bien, vont être priorisées. Ça, je passe rapidement. Les échanges plasmatiques immunoglobulines, c'est que pour les crises myasthéniques, situation aiguë, ou préparer un malade à la chirurgie du thymus s'il a une atteinte bulbaire ou respiratoire. Et traitement au long cours peut être envisagé chez des malades avec forme réfractaire et chez les enfants aussi, forme juvénile. Bon, je passe sur ça parce que je vais en parler après. Il y a en fait cette diapo, cet article est intéressant. Vous pouvez prendre la référence parce que ça reprend un petit peu toutes les évolutions thérapeutiques de la myasthénie. Et donc les différentes techniques de thérapeutique qui ont été développées, bien sûr, il y a la thymectomie avec l'essai de 2016. Vous avez les anticorps monoclonaux comme le rituximab qui agissent directement sur les cellules B compétentes. Et puis vous avez les autres anticorps monoclonaux qui ont été développés et qui agissent sur l'activation du complément principalement. Et on a aussi les anti-FcRn, qui est le récepteur des anticorps au niveau de la membrane postsynaptique. Et c'est le cas du médicament qui s'appelle... c'est le FGAR-TIGIMOD, qui est en fait un médicament qui est maintenant rentré dans la pratique quotidienne dans les myasthénies réfractaires avec anti-RAC+. Là, c'est juste pour que vous preniez la référence. Ça montre un petit peu ce qui a été mis tout à l'heure dans les recommandations sur l'escalade thérapeutique selon la gravité de la myasthénie et dans les différentes formes. Est-ce que c'est une forme généralisée ou oculaire? On passe à un autre cas. C'est une autre enfant, Alia, âgée de 4 ans, qui a commencé à partir de l'âge de 2 ans à avoir un ptosis bilatéral fluctuant, régressif en une semaine. Et puis, une année après, elle reprend la même chose avec un strabisme, aggravation en fin de journée. Je l'ai examinée à l'âge de 4 ans. Elle avait en fait une atteinte oculomotrice avec une discrète dyparésie faciale. Elle avait quand même un déficit des muscles du tronc. Elle avait du mal à se lever du lit. Et il n'y avait pas d'atteinte des muscles bulbaires. Les anti-RAC étaient négatifs, mais les anti-musca étaient franchement positifs. Donc, elle a très mal toléré les anticholinésterasiques. Ça ne l'a pas améliorée. Comme c'était une enfant, on avait fait le choix de faire comme traitement de fond des cures d'immunoglobuline répétées qui l'ont améliorée, mais malheureusement c'était difficile de lui faire des immunoglobulines au long cours. C'est une enfant que j'ai perdue de vue, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, elle était un ado, après je pense qu'elle a été prise en charge à Fès. Toujours est-il que il aurait fallu même à cet âge la mettre sur rituximab. Peut-être que ça a été fait, en tout cas, je n'ai pas de nouvelles. Et donc là, c'est pour parler des formes anti-musca et qui peuvent se voir chez l'enfant aussi. C'est à peu près la même fréquence que chez l'adulte. Et ça peut débuter aussi tôt que 2 ans. Et avant d'avoir les anticorps chez cet enfant, j'ai eu un problème de diagnostic différentiel avec les autres maladies congénitales musculaires, comme par exemple les myopathies congénitales, syndrome myasthénique génétique et les autres maladies neuromusculaires congénitales. Mais une fois qu'on a eu les anticorps, on a eu le diagnostic. Il y a une série intéressante de 9 cas juvéniles anti-musca+, et en fait, ça montre que les anticholinésterasiques marchent très peu. Il y a des patients qui répondent aux 3 cas diaminopyridine.
Les corticoïdes marchent chez moins de 50% des malades et donc même chez des enfants, ils ont essayé, bien sûr, l'azatioprine, les échanges plasmatiques, immunoglobulines, rituximab, un seul malade avec une bonne réponse. Et bien sûr, la thymectomie n'a pas lieu d'être dans les anti-musca positifs. On va changer un petit peu de forme de myasthénie et je vous parle de cette patiente, Nadia, âgée de 58 ans, qui a commencé en début 2020 à avoir un ptosis fluctuant, œil droit puis œil gauche, avec diplopie, fatigabilité des 4 membres en un mois, fatigabilité à la mastication, mais sans autres signes bulbaires. Elle avait aussi une hypotension orthostatique avec une grande asthénie. Elle a été diagnostiquée avant que je la voie myasthénie, anti-RAC+, avec un taux qui était assez faible. Elle avait eu un bilan immunologique normal, antithyroïdien et antinucléaire. Elle a été traitée par, quand je l'ai reçue, elle prenait du mitélase, 5 comprimés par jour, un comprimé chaque 2 à 3 heures. Elle avait reçu de l'Immurel depuis un mois, 2 comprimés par jour. Et donc, quand je l'ai vue, elle était franchement atteinte généralisée, surtout en fait muscles crâniens, oculomoteur facial et ceinture pelvienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous pose la question par rapport au traitement qu'elle a reçu. Oui, donc il y a eu 2 réponses, ce que je cherchais. Effectivement, l'Immurel, la dose n'est pas suffisante parce qu'il faut 3 à 5 mg par kilo. Donc un minimum pour un adulte, c'est 3 comprimés par jour. Et oui, effet muscarinique possible, l'asthénie qu'elle a, peut-être sur l'effet cardiaque. Qu'est-ce que vous auriez fait aussi? Elle prend un mitélase, un comprimé toutes les 2 à 3 heures. C'est beaucoup, hein? C'est vraiment, ça prédispose. Voilà. Non, non, ça donne pas. Non, ça donne pas. On va en parler. Effectivement. Donc moi, je me suis dit, ah, elle a une dysautonomie, donc vous chercherez aussi un lambérétone. Très bien. Donc j'ai commencé par ajuster les anticholinéstérasiques, ajuster la dose d'Immurel. Vu son poids, il lui fallait 4 comprimés par jour. J'ai fait quand même, vu les signes SNA, TDM-TAP, onconeuro, anti-VGCC, tout était négatif. J'ai fait bien sûr un ENMG pour chercher et le bloc post et présynaptique. Je vais vous montrer son EMG. Voilà, donc là, elle n'avait pas de bloc de la jonction à 3 Hz sur le radial, on connaît, des 2 côtés, accessoire trapèze des 2 côtés, péroné tibial des 2 côtés. Sur le facial droit, vous voyez qu'on n'a pratiquement pas de bloc, on est à peine à 10%. Alors que sur le facial gauche, un très beau bloc à 25%. Et puis sur le hypoglosse, génioglosse, on a un bloc très évident sur les 2. Donc, elle n'avait pas de diminution d'amplitude, elle n'avait pas de potentiation au test d'effort. D'accord? Donc, pour répondre à la question lambérétone. Et donc là, ce que je veux transmettre comme message en montrant son EMG, c'est que c'est très important de multiplier les couples nerfs-muscles examinés quand vous faites un examen pour chercher un bloc de la jonction neuromusculaire. Vous avez vu que si on n'avait pas fait les muscles crâniens ou si j'avais fait que le facial droit, j'aurais dit pas de bloc. D'accord? Donc si on trouve assez de blocs sur 3-4 couples, c'est bon. Mais s'il n'y a pas, il faut faire les 2 côtés. Et on a souvent des malades avec un côté négatif et un côté positif. Donc ça, c'est un message que j'ai trouvé important à passer pour les aspects diagnostiques ENMG. Voici son scanner thoracique qui n'avait pas été fait, donc je lui ai demandé. Donc elle a une masse thymique bien arrondie qui a été opérée en juin 2020, résection complète, et il s'agissait d'un carcinome thymique combiné, thymome B3 et carcinome épidermoïde, qui a nécessité juste une radiothérapie pendant 2 mois. Et donc, elle a très très bien répondu avec la surveillance, un PET scan qui est normal. Sa myasthénie s'est améliorée en post-opératoire 1 mois après. Elle a eu un score normal.
Et donc, elle est même en 2022, 2 ans après, il ne prenait plus les anticholinésterasiques. Du coup, j'ai arrêté progressivement l'azatioprine. C'est important de considérer ce fait que le malade n'a plus besoin des anticholinésterasiques pour agir sur le traitement de fond. C'est un message que je trouve très important. Ces anticorps sont devenus dans la zone grise, presque négatifs. Donc, elle est toujours en rémission jusqu'à maintenant. Donc, en fait, c'est, je pense, un thymome qui a été traité assez rapidement et une malade, un carcinome thymique, voilà, un thymome malin avec une réponse très positive à la chirurgie, une rémission complète. Pour l'hypotension orthostatique, j'ai fait un bilan du SNA. Elle avait peut-être une petite hyperactivité vagale qu'on a traitée symptomatiquement et ça l'a améliorée. Un autre malade, c'est un homme âgé de 78 ans qui a été opéré pour hernie discale lombaire. Il a un adénome de prostate, il a un diabète type 2 sous régime seul. Donc 2 ans avant, il avait une diplopie fluctuante et puis depuis 1 mois et demi, ptosis à bascule, fatigabilité à la marche, faiblesse des muscles de la nuque, pas de signe bulbaire mais quand même atteinte des 4 membres des ceintures. Il a été diagnostiqué avant que je le vois en myasthénie anti-RAC positif avec une TDM thoracique normale. Et quand je l'ai vu, il était sous Mestinon, comme ça, 2, 2, 2, 1. Et il avait des spasmes coliques et des crampes musculaires. J'ai préféré parler de ça parce que franchement, c'est des erreurs que je vois souvent chez les malades que je vois. Donc là, je pense que je vous pose la question. Oui? Qu'est-ce que vous pensez? Aucun intérêt à doubler la dose et donc c'est un malade qui a quoi? Qui a des signes muscariniques. D'accord? Il a des spasmes coliques et des crampes musculaires. Il était aussi très fatigué à cause de ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est ajuster les doses. Aucun intérêt à doubler la dose. Ajuster les doses, donc on a mis un comprimé chaque 4 heures le jour et un mitélase le soir. Ça permet de couvrir toute la nuit. Bon, j'ai complété son bilan immunologique qui était négatif. J'ai démarré l'Immurel. Alors pourquoi j'ai fait le choix de l'Immurel sans corticoïdes? Parce que c'est un monsieur qui était diabétique, qui était pas mal sous anticholinésterasique. On peut faire ce choix et se dire je peux me donner le temps de l'effet de l'Immurel qui est retardé. Mais si jamais il s'était plus gravement atteint, on aurait fait le choix de peut-être commencer les corticoïdes qui peuvent être assez avec des effets secondaires importants à son âge. En fait, on peut avoir, c'est vrai que j'aurais pu ne pas les faire, mais parfois c'est associé chez le même malade. On peut. Ils peuvent être associés, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a les anti-RAC positifs, on peut ne pas les faire. Je pense. Oui, ça coûte plus cher. Exactement. Donc c'est un monsieur qui, à 3 mois, allait très bien avec une nette amélioration. Il a juste gardé une diplopie intermittente. Il était satisfait, il bougeait normalement. Je vous montre quand même son EMG que j'ai vu la première fois où je l'ai vu, avec un bloc très, très important au niveau des accessoires trapèzes, donc en proximal membre supérieur. Il était à 52%. Il était aussi au niveau facial, donc il avait des blocs au niveau des muscles crâniens et en 2 membres supérieurs et pas aux membres inférieurs. Donc ça me permet, juste parce que j'ai montré 2 malades avec une mauvaise prescription des anticholinésterasiques, et ça c'est pour les jeunes. Je rappelle les règles de prescription des anticholinésterasiques. Vous avez bien sûr les 2 molécules, mystinon, pyridostigmine, chlorure d'ambémonium ou mitélase. Il faut faire attention à leur durée d'action. Le Mestinon a une durée d'action de 4 heures, donc il ne faut pas donner moins de 3 heures entre 2 prises. Si vous donnez moins de 3 heures, risque d'effet cholinergique. Et pour le mitélase, il a une durée, une pharmacocinétique de 8 heures, donc on peut mettre 6 heures. Ce qui est conseillé, c'est 6 heures entre 2 prises. On peut descendre à 5 heures selon le métabolisme des malades. Bien sûr, la prise une demi-heure avant repas sur estomac vide
sauf si intolérant. J'ai remarqué que les enfants ne le tolèrent pas bien au niveau de l'estomac, donc je leur permets une prise pendant le repas. Et bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, avec ce malade, aucun intérêt à donner au malade deux comprimés. C'est à chaque prise un comprimé, sinon risque de surdosage avec les signes cholinergiques que j'ai rappelés ici. Les signes muscariniques, sémiosis et les bradycardies et les hypersécrétions, et les signes nicotiniques, fasciculation, crampes des mollets, tremblements, on peut aller jusqu'aux confusions, coma et paralysie respiratoire. Et donc, des malades en surdosage peuvent vous faire des crises respiratoires de surdosage et pas des crises myasthéniques. Voilà des messages importants. C'est arrêter les anticholinésterasiques en cas de crise myasthénique. Oui, tout à fait, exactement. Ah, comment il a évolué? Malheureusement, il a fait une pancréatite en janvier 2023 qui a été mise sur le compte de l'Immurel qu'on a dû arrêter. C'est un monsieur qui est resté stable sous anticholinésterasiques seul, il allait bien. J'ai eu de ses nouvelles en juillet 2024. Son fils qui est médecin m'a demandé de le voir rapidement parce qu'il avait des problèmes pour marcher. Et on lui a augmenté les doses des anticholinésterasiques, mais quand je l'ai examiné, il était asymptomatique pour myasthénie. C'était un tableau de canal lombaire étroit, avec réduction typique du périmètre de marche. Et donc là aussi, j'insiste, chez un myasthénique, quand il pose certains problèmes, il faut l'évaluer correctement cliniquement parce qu'un myasthénique peut faire d'autres problèmes de santé. Il n'y a pas que la myasthénie, il n'y a pas que l'escalade thérapeutique de la myasthénie. Il faut réévaluer à chaque fois et ne pas hésiter parfois à faire un EMG pour vérifier s'il y a un bloc qui indique que la maladie est active. Je passe à un autre cas, Hanan, 36 ans, qui a une histoire de 4 ans de diplopie intermittente. Et quand je l'ai vue un an auparavant, elle avait un ptosis fluctuant à bascule. Elle a eu un seul épisode de fatigue à la parole et des extenseurs du cou. Sinon, c'est resté limité aux yeux. Diagnostiqué myasthénie anti-RAC positif avec un bilan immunologique négatif, TDM thoracique normal, sous 3 comprimés de mestinone par jour, elle allait très bien. D'accord ? Elle faisait de temps en temps un léger ptosis de l'œil gauche et même elle a arrêté les anticholinésterasiques au bout de 3 ans en allant très bien. À la dernière consultation, elle avait même baissé son taux des anti-RAC. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? Oui, on la laisse tranquille. Donc, en fait, surveillance clinique, c'est une malade à qui, on va dire quand même, s'il y a récidive, il faut qu'on la voie. On doit, si jamais elle a besoin d'être opérée pour un problème, les anesthésiques doivent savoir parce que ces malades peuvent décompenser en post-opératoire, donc on fait les précautions. C'est une malade qui est restée 9 ans stable, sans anticholinésterasie, qu'elle s'est mariée, elle a pu mener une grossesse normale. Voilà, donc effectivement, oui. Oui, bien sûr, il y a le risque donc on va, avec la grossesse, surveiller le nouveau-né et le fœtus. Tout à fait. Oui. Donc ça, c'est juste, j'en profite à cause de ces 2 observations pour dire ce qu'il y a eu sur le guideline 2021 sur la myasthénie oculaire. La définition, c'est atteinte oculaire isolée de plus de 2 ans, donc ptosis, ophtalmoparésie. Si le malade ne répond pas aux réponses insuffisantes aux anticholinésterasiques seuls, il faut considérer le traitement de fond. Par exemple, la malade qu'on vient de voir n'avait pas besoin de traitement de fond. Et pour le traitement de fond, corticoïdes première ligne, il y a même certaines données qui suggèrent qu'on peut donner moins de 1 mg/kg dans les myasthénies oculaires. Et on peut escalader aux immunosuppresseurs, des cortisoniques, 2e ligne,
ou bien déjà en première ligne, si les corticoïdes sont contre-indiqués ou mal tolérés, ça veut dire on peut mettre un malade directement sous azatioprine ou un autre immunosuppresseur d'épargne cortisonique. La thymectomie peut être considérée chez des malades anti-RAC+, qui ne répondent pas au traitement de fond, même dans les myasthénies oculaires, si les malades sont très gênés et réfractaires. Donc, attention aux escalades thérapeutiques si vous n'êtes pas sûr qu'il s'agit d'une myasthénie auto-immune. Et je vais vous montrer un cas en fait juste après. Une malade que j'ai vue il y a 3 semaines, Meriem, 38 ans, chez qui on a diagnostiqué récemment un diabète avec insulinorésistance ou régime metformine, et qui a une histoire de 7 mois de ptosis de l'œil droit fluctuant, surtout en fin de journée, aggravée par la fatigue et le stress, mais vraiment de temps en temps. C'est un ptosis qui est occasionnel, c'est pas, et aucun signe accompagnateur, avec un examen clinique normal, un ENMG, tous les couples nerfs-muscles, pas de bloc, les anticorps anti-RAC négatifs, bilan thyroïdien et anticorps antithyroïdiens négatifs, anticorps antinucléaires négatifs. Qu'est-ce que vous ferez chez cette malade? Est-ce qu'on peut être sûr que c'est pas... Oui? Oui, test du glaçon, ça peut être quelque chose d'utile à faire. Donc, on a fait le test du glaçon. La règle, c'est en fait prendre la photo ou faire les mesures dans une position, mettre le glaçon pendant 2 minutes, maximum 3 minutes, et reprendre la photo ou les mesures dans la même position. On mesure la distance entre les 2 paupières. Si elle augmente de plus de 2 mm, le test de glaçon est positif. Donc, il était positif chez cette malade. Qu'est-ce que... Oui? Oui, anti-musca, ils sont en cours, je les ai demandés, mais j'y crois pas trop, mais je les ai demandés. Oui, on peut donner un traitement anticholinésterasique. Et qu'est-ce que vous ferez d'autre pour les anticorps? Juste, en fait, refaire le dosage des anticorps. On peut aussi faire les MG fibres uniques si on a la possibilité, parce que ça apportera plus d'éléments diagnostiques si le malade est gêné. Refaire les anticorps anti-RAC à 6 mois et 1 an, ils peuvent se positiver plus d'1 an plus tard. Donc on n'oublie pas ça. Donc c'est un message important. Et puis je lui l'ai mis sous Mestinon pour voir ce que ça va donner, observation clinique. Est-ce que le test glaçon est pathognomonique de la myasthénie? Est-ce que test au glaçon positif veut dire myasthénie? Ceux qui sont non, lèvent la main. Et ceux qui sont oui, lèvent la main. Donc il y a 8 qui disent non et les autres s'abstiennent. Toute la salle s'abstient. Oui, ceux qui disent non. En fait, c'est un test de très haute spécificité pour la myasthénie, mais il y a des faux positifs qui ont été décrits dans le syndrome du Miller-Fisher, myosite orbitaire, certaines myopathies orbitaires. Donc, ce qui est conseillé, c'est faire le test correctement et l'intégrer au reste du tableau clinique. On ne va pas se baser que sur le test pour dire myasthénie. Donc là, il est positif, peut-être, je vais refaire les anticorps. La malade n'est pas gênée. Bon, j'ai dit Mestinon, et puis on va surveiller et voir, et on refait les anticorps plus tard. Voilà une autre observation d'atteinte oculaire. C'est une Fouzia, une patiente de 44 ans que j'ai vue en 2010, qui était traitée pour sarcoïdose en 2004 sous 10 mg de prednisone et qui a commencé à partir de 2003, donc une évolution de 7 ans, à avoir un ptosis bilatéral progressif, prédominant à gauche avec notion d'aggravation en fin de journée sans diplopie. Donc elle avait une limitation discrète des mouvements oculaires, ophtalmoparésie, pas de fatigabilité musculaire, très discrète. Amélioration sous Mestinon, très très peu d'effets du Mestinon. Je l'ai reçu adressé par un collègue neurologue qui avait fait les anti-RAC et anti-musca qui étaient négatifs. Et il m'a posé la question, elle est déjà sous corticoïde, est-ce que je la mets sous Immurel?
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut être autre chose qu'une myasthénie? Oui, donc oui, effectivement. Donc tout le monde hoche la tête. Euh, il y a cette évolution très chronique sur 7 ans. C'est une atteinte qui est bilatérale. Il n'y a pas de diplopie. D'accord? Donc ça peut être, donnez-moi 2 diagnostics possibles. Myopathie oculaire, myasthénie congénitale, mitochondriopathie. Ok, très bien. Donc effectivement, c'était une mitochondriopathie parce que, vu cette histoire chronique, je lui ai fait une biopsie musculaire qui a montré qu'elle avait des fibres rouges déchiquetées, ragged red fibers. Bien sûr, j'ai complété le bilan pour... Bon, avant, j'avais cherché le bloc qui était absent, à 3 Hz. J'avais demandé le bilan dans le sens de cytopathie mitochondriale, cardiaque et ophtalmologique. Et on avait à ce moment-là la possibilité de chercher la délétion de l'ADN mitochondrial, et elle avait une délétion de l'ADN mitochondrial. Donc c'est une patiente qui avait une cytopathie mitochondriale dans sa forme ophtalmoplégie externe progressive pure. À Rabat, non, deltoïde. Ah oui, oui, deltoïde. Non, 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 non. Je ne m'aventurerai pas à biopsier un muscle oculomoteur. Oui, mais deltoïde, vraiment. Là, j'ai présenté cette patiente parce que j'ai eu l'occasion de voir 2 autres malades qui avaient le même diagnostic, qui étaient à escalade thérapeutique, myasthénie séronégative, arrivée à l'endoxan pour un malade, pour vous dire. Donc, on fait attention au diagnostic différentiel, ophtalmoparésie, ptosis d'origine musculaire. Il y a bien sûr la myasthénie auto-immune, il y a les syndromes myasthéniques congénitaux, et puis il y a les orbitopathies thyroïdiennes, myosite orbitaire, toutes les maladies musculaires qui peuvent toucher les oculomoteurs, et en particulier les myopathies congénitales chez l'enfant. Donc là, on a eu pas mal de cas comme ça. Bien sûr qu'on va utiliser tous les éléments en notre... voilà les moyens diagnostiques que vous connaissez déjà, et pour les maladies génétiques, on utilisera l'analyse génétique quand on a des doutes. On va changer de cadre. Je vous montre cet enfant âgé de 5 ans quand je l'ai vu, qui n'avait pas d'hypotonie néonatale. Il a marché tardivement à 2 ans et demi. Il avait une fatigabilité, quelques signes bulbaires, petits troubles de la déglutition, ophtalmoplégie assez importante avec un ptosis bilatéral, diparésie, déficit proximal des 4 membres. Alors voilà, on est dans les diagnostics différentiels qu'on vient d'évoquer. Donc ça peut être l'un de ces diagnostics. OK. Donc là, je vous montre quand même, il avait déjà, quand je l'ai vu, sa sœur plus âgée qui avait la même chose, et puis plusieurs années après est née une petite sœur qui elle aussi est atteinte. Donc on a une atteinte franchement génétique. Donc vous pensez à quel diagnostic? Myasthénie congénitale. Et donc effectivement c'est une forme où on avait des formes normales des PGAM avec des décréments significatifs. Ils sont très très bien améliorés sous anticholinésterasiques, sous mestinant. Il y en a qui est sous méthylase, la petite est sous mestinant. Et on a confirmé le diagnostic par la mutation de la sous-unité epsilon du récepteur d'acétylcholine. Un autre malade, c'est un monsieur âgé de 35 ans qui a eu un développement moteur normal, mais qui a depuis la jeune enfance une difficulté importante à courir. Il a besoin d'un appui pour monter les escaliers. Il n'a aucune plainte oculaire. Il a une voix nasonnée, bitonale, avec parfois un aspect de dyspnée laryngée. Il a été considéré asthmatique. Il prenait régulièrement de la ventoline à la demande. Donc quand je l'ai examiné à 35 ans, déficit des ceintures, pelvienne plus que scapulaire, diparésie faciale qu'on voit sur l'image, et la léger ptosis bilatérale, une discrète limitation du muscle droit externe de l'œil droit. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour vous faciliter, on est dans les diagnostics différentiels qu'on a évoqués tout à l'heure. Ça fait un peu... Steinert, le visage, oui, peut faire Steinert. C'est pas une notion, parce qu'en fait, il l'apprenait quand il était un peu gêné, crise d'asthme. Mais c'est une bonne remarque. Myopathie oculopharyngée, on peut aussi discuter une myasthénie congénitale, parce qu'on a un début dans l'enfance. On peut discuter une myopathie avec atteinte oculomotrice. Il y a le Steinert qui est évoqué, mais il y a aussi des myopathies congénitales. On est un petit peu dans les différents diagnostics. Et donc, je vous montre son EMG. Il a des PGAM qui ont une forme normale. Il a de gros blocs à 3 Hz. Là, j'ai illustré par l'accessoire spinal gauche, 51%, très très gros bloc. Donc, on a un bloc postsynaptique. Ça veut dire que dans les diagnostics qu'on a évoqués, on va retenir le diagnostic de myasthénie congénitale. PGAM normal. C'est pour ça que j'ai mis les images. Tu voulais savoir s'il n'y avait pas un double réponse. Alors, si je vous dis qu'il a 2 sœurs atteintes, une est décédée par atteinte respiratoire et la deuxième a une atteinte plus sévère que lui, elle a même un stridor laryngé depuis la naissance. Est-ce que vous pensez à une forme particulière de myasthénie? Alors, canal long, on aurait eu la double réponse. Enfin, si vous avez un tableau de... non plus. En fait, c'est le stridor laryngé qui vous met sur la voie. C'est une doxette. C'est vraiment mathématique. Tableau de myasthénie congénitale avec stridor laryngé, c'est une doxette. Donc, on a confirmé la mutation dans la famille. Et justement, c'est des malades qui peuvent être aggravés par les anticholinésterasiques. Voyant l'EMG avec le bloc, on peut être tenté. Mais c'est des malades qui se retrouvent au lit après avoir pris les anticholinésterasiques. Par contre, ils sont améliorés par le salbutamol. Alors, lui, il a été considéré asthmatique. Il prenait de la ventoline de temps en temps. Il est nettement moins atteint que sa sœur qui n'a jamais pris la ventoline. Là, ils sont tous les deux sous salbutamol. Très nette amélioration. Donc, c'était une bonne remarque pour la ventoline. Alors, les signes qui peuvent vous orienter vers un syndrome myasthénique congénital, vous avez un malade qui se présente avec un tableau qui fait myasthénie. Quand pensez à une myasthénie congénitale, si vous avez des cas familiaux, bien sûr, hein, ça c'est évident. S'il y a des antécédents néonataux d'hypotonie arthrogrypose, détresse respiratoire avec amélioration ultérieure, si vous avez un malade qui se présente avec une myopathie des ceintures, mais c'est fluctuant. C'est des enfants que j'ai eus comme ça, où la maman me dit il y a des jours où il est bien, il y a des jours où il ne peut pas se lever du lit. Et puis, bien sûr, vous avez des tableaux qui font myasthénie et les malades ne répondent pas au traitement immunomodulateur et que les anticorps, bien sûr, sont négatifs. D'accord? On est dans des tableaux de myasthénie séronégative où il faut penser à la possibilité d'une myasthénie congénitale. Si, en plus, vous avez ça qu'on appelle les potentiels moteurs dédoublés, première réponse, deuxième réponse, c'est l'aspect de canal lent, qui est aussi très évocateur de myasthénie congénitale. Ça, c'est un autre malade qui a eu un début à l'âge de 40 ans, qu'on a diagnostiqué mutation sous unité A du récepteur d'acétylcholine. Alors, c'est les malades aussi chez lesquels vous avez diagnostiqué myasthénie, et que vous avez mis les anticholinésterasiques et ils s'aggravent, pensez à la possibilité d'une myasthénie congénitale. D'accord? L'aggravation sous anticholinésterasique est également un élément qui doit vous orienter. Et bien sûr, c'est des malades dans lesquels on a des diagnostics différentiels avec les autres maladies musculaires congénitales. Et quand on demande une analyse génétique, le plus simple maintenant, c'est de demander un exemple en précisant myasthénie congénitale, mais il faut chercher aussi
les gènes des myopathies congénitales, de toutes les maladies neuromusculaires congénitales, comme ça on ne laisse rien échapper. Et si c'est un panel, il doit couvrir toutes ces maladies. Effectivement. Ce schéma, juste pour dire que les myasthénies congénitales peuvent être dues à des mutations de gènes qui codent pour des constituants présynaptiques, comme par exemple la synaptotagmine, synaptiques comme la CoLQ, ou postsynaptiques comme le récepteur d'acétylcholine. Les plus fréquents, c'est les mutations des sous-unités du récepteur d'acétylcholine, mais il y a aussi les mutations de la musca, de la rhabsine, de la grine. Toutes les molécules qu'on a vues tout à l'heure, c'est des formes, je n'entre pas dans les détails. Donc l'essentiel à retenir pour les syndromes myasthéniques congénitaux, bien sûr, c'est des entités cliniques rares et hétérogènes. Effectivement, il vaut mieux les envoyer dans des centres de référence pour la prise en charge, comme a dit Mme Monter. Donc, début dans la première décennie, mais début tardif possible, évolution très lentement progressive. C'est souvent, quand il y a un contexte familial, transmission autosomique récessive, sauf pour le canal lent qui est autosomique dominant. On peut avoir des cas sporadiques. Et on peut avoir, il faut y penser, avec une faiblesse fluctuante des muscles proximaux, l'existence d'atteintes oculomotrices, l'absence des anticorps, et si jamais vous avez une aggravation avec les anticholinésterasiques. Mais comme la première famille que je vous ai montrée, il y a des formes qui s'améliorent par les anticholinésterasiques, et heureusement, la majorité des myasthéniques congénitales qu'on a dans le service sont des formes qui répondent aux anticholinésterasiques. Le phénotype peut vous orienter. Le début à l'âge adulte, c'est surtout doxète, rhabsine, canal lent. Ça, c'est l'aspect du canal lent. Hérédité autosomique dominante seulement dans le canal lent. Le PGAM bifide, on peut l'avoir également dans le CoLQ, cet aspect-là, canal lent et CoLQ. L'aggravation par les anticholinésterasiques, CoLQ, canal lent, LRP4 musca, doxète également. Et l'amélioration par salbutamol, comme les cas qu'on a vus, voilà, les doxètes et puis les autres. Et l'analyse génétique, on en a parlé. Dernière observation, ça va être facile, je suis sûre que vous allez trouver. Donc c'est un homme de 68 ans qui a depuis 3 ans une faiblesse progressive des membres inférieurs puis des membres supérieurs. Et depuis 1 an, de discrets troubles de la déglutition avec dysarthrie et sécheresse buccale. Pas de signes oculaires. Examiné en juillet 2022, c'est là où je l'ai vu, il avait un tableau d'atteinte des ceintures avec un périmètre réduit à 500, un appui pour monter 2 étages, incapable de courir alors que c'est un sportif. Il met 2 mains pour se relever du sol. Il a aussi un déficit des muscles du tronc, visible au lever du lit, déficit de la ceinture pelvienne à 4+/5 et des réflexes abolis aux 4 membres. Vous avez déjà une idée, je crois, mais vous allez être encore plus fixé si je vous montre son EMG avec la conduction nerveuse motrice qui montre des amplitudes motrices basses avec des VCM normales, des latences normales. Il a un décrément à 3 Hz qui est là, il est positif, d'accord? Donc je pense que vous avez le diagnostic. C'est bien, j'entends de partout syndrome de Lambert-Eaton, donc il faut faire un test d'effort. Test d'effort, il avait des potentiations très, très spectaculaires sur tous les nerfs, avec même, en fait, sur le médian jusqu'à 780%. Donc ça confirme le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, quel bilan? J'ai entendu anti-VGCC, TDM TAP, oui, vous voulez dire bilan néoplasique. Très bien. Alors, il avait les anti-VGCC positifs. Il vaut mieux aussi vérifier, parce qu'on peut avoir des associations post- et présynaptiques. Donc, j'avais vérifié aussi les anti-RAC, anti-MuSCA, le reste du bilan immuno, onconeuronégatif, TDM TAP négatif et aussi PET scan
qui étaient normaux, comme on avait les anti-VGCC qui étaient positifs. Bon, il avait été en France, il a été mis sous Firdapse, qui n'a pas très bien toléré, et surtout c'est sa poche qui ne l'a pas toléré parce que ça coûte très cher. Donc là, quand je l'ai vu, je lui ai proposé du Mestinon. Ça peut améliorer les malades, partiellement, mais oui, ça peut améliorer. Et je l'ai mis sous corticoïdes, titration progressive à 40 mg. À 4 mois, il avait une très nette amélioration. On a même retrouvé les réflexes qui sont réapparus. D'accord? Il était asymptomatique. Donc avec ce bilan, je l'ai considéré syndrome myasthénique de Lambert-Eaton sans néoplasie. Pourquoi j'ai dit sans néoplasie? Bilan normal et une autre condition. On était à plus de 3 ans d'évolution. Il faut les deux. Très bien, parce que sinon, si on est à 1 an, il faut continuer à refaire les bilans jusqu'à ce qu'on dépasse jusqu'à 4 ans. Très bien. Donc là, son évolution, comme il allait bien, j'ai diminué les corticoïdes. Il a rechuté à 10 mg. Je l'ai mis sous azatioprine, intolérance hépatique, les transaminases sont augmentées. J'ai arrêté. Je lui ai proposé du Celcept, qu'il a un peu amélioré, mais il était très asthénique sous Celcept. C'est possible d'avoir une grosse asthénie. Il n'était pas du tout satisfait. En juillet 2025, il était à 20 mg, pas top. Voilà, un peu déficit de la ceinture pelvienne, 400 mètres périmètre de marche, et il a besoin d'un appui pour monter les escaliers. J'ai refait les anti-VGCC qui ont augmenté de titre. Et donc, j'ai décidé de lui démarrer le rituximab. Il a eu son accord de prise en charge. Il va le commencer là au mois de novembre et on peut s'attendre à ce qu'il s'améliore. Je vais vous montrer les guidelines thérapeutiques pour le syndrome de Lambert-Eaton. Donc, juste pour rappeler qu'on est dans la membrane présynaptique et c'est le canal calcique voltage dépendant qui est bloqué par les anticorps. Et c'est ce calcium qui est nécessaire à toute la cascade qui aboutit à la libération d'acétylcholine. C'est de là que viennent les signes cliniques. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le syndrome de Lambert-Eaton, c'est un tableau d'atteinte des ceintures qui prédominent aux membres inférieurs. Donc, ça soulève un diagnostic différentiel avec toutes les atteintes myopathiques, qu'elles soient acquises, inflammatoires ou même génétiques. Donc, on peut se poser la question. Donc, ça peut être isolé inaugural dans 80%. C'est pour ça que quand on fait l'EMG, on fait attention aux amplitudes motrices si elles sont basses. On peut avoir une atteinte proximale des membres supérieurs, on peut avoir un ptosis occasionnel, atteinte oculomotrice moins fréquente, les muscles bulbaires moins fréquents, mais c'est surtout dans les formes néoplasiques. L'exercice physique, c'est connu que ça améliore les signes, mais si le malade fait des exercices soutenus, il va se fatiguer. D'accord ? Donc, vous pouvez même faire réapparaître les réflexes tendineux après l'exercice physique. C'est un test assez sympathique à faire pour être sûr que c'est un Lambert, pour bien suspecter le syndrome de Lambert-Eaton. Les signes associés concernent surtout le syndrome, la forme paranéoplasique et surtout végétative, sécheresse buccale, dysfonction érectile, hypotension orthostatique, sécheresse oculaire. Et dans les formes paranéoplasiques, ils peuvent être associés à d'autres syndromes paranéoplasiques, notamment une ataxie cérébelleuse, une encéphalopathie limbique. Les anti-VGCC sont positifs dans 85%, beaucoup plus dans les formes paranéoplasiques. En fait, on peut tester les anticorps pour les sous-types d'épitopes, les deux sous-types PQ et N. Le PQ est le plus fréquent. Il n'y a pas de corrélation entre le titre et les symptômes cliniques et neurophysiologiques. C'est vrai que ce n'est pas l'augmentation des anticorps qui m'a encouragé à le mettre sur rituximab, c'est son état clinique. Et on peut aussi s'attendre à ce que les anticorps diminuent quand le traitement de fond marche. Autres anticorps sont possibles. Donc, si les VGCC sont négatifs, il ne faut pas hésiter à demander les anti-GAD. Les anticorps antithyroïdiens qu'on fait de façon assez systématiquement dans les syndromes myasthéniques. Les onconeuro, de toutes les façons, on les fait. Les anti-RAC, 10% de positivité associée.
Il y a aussi la synaptotagmine, qui est une protéine des vésicules de l'acétylcholine présynaptique. Et puis, un anticorps intéressant à chercher, c'est les anti-SOX1. Quand ils sont positifs, ils sont caractéristiques de la forme paranéoplasique et surtout des carcinomes bronchiques à petites cellules. Donc voilà, si on peut le faire, ça peut être une information utile. Il y a des syndromes de Lambert-Eaton sans anticorps, 15%. La clinique est similaire, seulement 12% sont liés à des cancers. C'est peut-être des anti-VGCC non détectables ou peut-être des anticorps qu'on ne connaît pas encore ou qui ne sont pas encore recherchés, en particulier les antisynaptotagmines. Voilà, non, il reste encore une diapo. Là, c'est pour les éléments qui différencient les formes néoplasiques et sans néoplasie. Les formes sans néoplasie sont plus fréquentes chez la femme, alors que c'est la même chose entre femmes et hommes. La fréquence un peu plus de paranéo. La faiblesse musculaire, comme on a vu, limitée surtout aux muscles proximo-membre inférieur, alors qu'elle est plus étendue dans les formes paranéoplasiques. Les signes végétatifs sont présents beaucoup plus dans les formes paranéoplasiques. L'évolution progressive, comme notre malade, 3 ans, alors que dans les paranéos, c'est subaigu. Le pronostic est bon dans les non-néoplasiques, réservé et dépend du cancer dans les formes néoplasiques. Et puis là, le traitement, on va voir, on peut donner peut donner le Firdaps, bien sûr, la pyridostigmine. Les corticoïdes et les immunosuppresseurs sont efficaces, souvent nécessaires au long cours dans les non-néoplasiques. La même chose pour les paranéos, en plus du traitement du cancer. Donc là, c'est un article récent, c'est les guidelines allemandes que je trouve très bien faites, même pour la myasthénie, enfin c'est pour tous les syndromes myasthéniques. Et donc là, ils ont traité la partie Lambert-Eaton. Là, ils recommandent de commencer par l'amifampridine, qui est le Firdaps, ou bien la 3,4-diaminopyridine. Et si on ne peut pas la pyridostigmine, comme on a fait chez notre malade, bien sûr que si on a un cancer, il faut d'abord aussi commencer par le traitement du cancer. Et puis, on va mettre comme traitement de fond corticoïdes, azatioprine, sinon d'autres immunosuppresseurs comme ce qu'on a fait, le Celcept. Rituximab à considérer. Donc, notre malade, on l'a bien pris en charge comme ces guidelines. Il y a aussi le méthotrexate qu'il faut éviter à cause des formes paranéoplasiques et à l'atteinte pulmonaire. Donc c'est un médicament à éviter en cas d'atteinte pulmonaire de toutes les façons, c'est une règle à savoir. Donc en conclusion, dans un syndrome myasthénique, j'insiste, vous connaissez les différents signes, mais le phénomène myasthénique est un élément très important. Ça veut dire que les signes s'aggravent avec l'effort. Le caractère fluctuant et dépendant de l'exercice physique. On va utiliser plusieurs arguments diagnostiques. La stimulation répétitive à 3 Hz, mais qui peut être négative, sans exclure le diagnostic. Les anticorps anti-RAC et anti-MuSCA. L'état du thymus, donc il faut toujours le vérifier. Il n'est pas concerné dans les anti-MuSCA. On va utiliser comme argument aussi la réponse aux anticholinésterasiques. Quand on suspecte le diagnostic très fortement, on met le malade sous anticholinésterasiques, on donne le bilan et puis le malade revient pour juger l'effet des anticholinésterasiques et voir les résultats du bilan. Et ne pas oublier les diagnostics différentiels, j'ai donné quelques exemples. Le traitement de la myasthénie auto-immune, les recommandations sont assez claires dans celles que j'ai détaillées, qui ont été révisées en 2021. Et puis, l'escalade thérapeutique chez les malades réfractaires, dans les myasthénies auto-immunes réfractaires, on va voir une conférence demain. Mais si les anticorps ne sont pas là, il faut toujours se poser la question, est-ce que ce n'est pas autre chose qu'une myasthénie auto-immune avant de faire l'escalade thérapeutique? Et je vous remercie.